Les conventions, c'est très pratique. Ça permet notamment le bon déroulement de la vie sociale. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites bonjour, et puis ensuite vous allez soit lui serrer la main, soit lui faire la bise, soit faire une petite inclinaison, suivant le pays et la culture dans laquelle vous êtes. En théorie, ce geste pourrait être remplacé par n'importe quoi et fonctionner aussi bien. Claquer dans les mains ou faire un haussement de sourcil particulier fonctionnerait aussi bien, mais par convention, tout le monde fait la même chose et ça fonctionne très bien comme ça, donc pourquoi changer? En finance, et particulièrement sur les marchés financiers, des conventions, il y en a énormément. Pour répondre à une question aussi simple que comment est-ce qu'on sait si une entreprise est survalorisée ou sous-valorisée, il faut souvent, pour donner une réponse honnête, parler des conventions qui entourent les marchés financiers. C'est souvent par convention ou parce que c'est comme ça qu'on fait des choses en finance. Le problème, c'est que ces conventions sont tellement pratiques qu'on les utilise parfois en substitution de la réflexion. Dans des situations dans lesquelles il faudrait normalement analyser l'entreprise en question et pousser un peu la réflexion, il est souvent tellement plus simple de faire comme d'habitude que la plupart des entreprises financières et des analystes vont se contenter de ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations comme ce qui s'est passé pendant la crise de 2008, où des prêts immobiliers américains subprime ont été considérés par beaucoup d'analystes comme extrêmement sûrs, comme les produits financiers quasiment les plus sûrs d'Amérique, simplement parce qu'il y avait toutes ces idées reçues sur le marché immobilier américain, et parce qu'ils avaient toujours noté ça très bien, donc pourquoi changer? Et c'est vrai, pourquoi changer? Parce que le produit financier n'était pas du tout aussi sûr qu'il n'y paraissait, et ça a créé une crise financière majeure, qui s'accompagne, comme souvent, d'une perte de confiance des investisseurs dans les marchés financiers. Et en fait, cette perte de confiance, plus spécifiquement, c'est une perte de confiance dans les accords tacites, dans les conventions qui sous-tendent les marchés financiers. C'est surtout ça, c'est pas en soi l'institution en tant que telle, c'est les accords qui régissent les marchés financiers et la valorisation des actifs qui sont présents sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une de ces conventions qui était déjà plus très pertinente depuis un certain temps et qui est devenue, je trouve, avec l'arrivée de l'IA, encore moins pertinente, encore plus décorrélée de la réalité. En l'occurrence, on va parler des méthodes qui servent à estimer la croissance future et long terme des entreprises, particulièrement dans le cadre des entreprises de la technologie américaine. Pour illustrer ce dont on va parler, on va utiliser l'entreprise Nvidia, qui est un peu le porteur de flamme de l'IA actuellement, une entreprise qui a explosé en bourse, et une entreprise qui est valorisée à 73 fois ses bénéfices de 2023. Alors, c'est une valorisation qui est très largement au-dessus des normes. Évidemment, les normes sont autour de 20-25 pour des grosses boîtes américaines. Mais le problème, c'est que se baser sur les bénéfices de 2023 pour Nvidia, c'est pas vraiment lui rendre justice parce que, vu que ses bénéfices ont augmenté de 700% en une année, en fait, se baser sur, par exemple, le premier trimestre 2023 pour estimer sa valorisation, savoir si elle est chère ou pas, c'est pas vraiment rendre hommage à sa situation actuelle. Parce qu'actuellement, Nvidia fait de très gros bénéfices. Au dernier résultat qu'elle a communiqué, elle a fait 12 milliards de bénéfices. Alors qu'au premier trimestre de 2023, par exemple, elle n'a fait que 2 milliards. Donc vous voyez, la différence est énorme. Donc en fait, se baser sur toute l'année 2023, c'est pas très représentatif. Et on va plutôt, exceptionnellement, utiliser le dernier trimestre en date, à savoir le dernier trimestre 2023, pour calculer sa valorisation, ce qui lui donne un ratio de 45 fois ses bénéfices, ce qui, encore une fois, est très élevé. Mais en fait, une boîte qui se paye 45 fois ses bénéfices n'est pas forcément chère. Les gens vont dire oui, c'est forcément cher ou tout dépend du ratio PE. Mais le problème, c'est que quand on achète une action, on achète les bénéfices futurs de l'entreprise. Et donc, si les bénéfices futurs de l'entreprise s'effondrent, le fait qu'elle ait un PE de 5 ou de 3, on s'en fiche parce que de toute façon, les bénéfices vont s'effondrer, donc la boîte va s'effondrer avec. Et à l'inverse, si les bénéfices de l'entreprise explosent ou sont en voie de forte croissance, eh bien, on ne peut pas payer ça de la même manière qu'une boîte qui ne grossit que très légèrement. Parce que sinon, tout le monde achèterait les entreprises de croissance, vous voyez, puis si le PE restait à 15, suffirait d'acheter des boîtes qui grossissent le plus vite. Donc forcément, il y a un équilibre qui se met en jeu, et les boîtes qui grossissent plus se payent forcément plus cher. C'est normal, mais c'est pas pour autant qu'elles sont intrinsèquement surévaluées. Vous voyez la différence? Et en fait, tout l'enjeu de savoir si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, ou si, en l'occurrence, le secteur de l'IA est surévalué ou sous-évalué, c'est de se poser la question: quelle est la croissance que les marchés financiers attendent du secteur et des boîtes de l'IA? Et est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce que les marchés financiers anticipent que l'IA va avoir une croissance de ses bénéfices qui va être extraordinaire et que donc ça paraît trop ambitieux, ou en tout cas c'est très ambitieux et donc ça invite à la prudence? Ou alors, est-ce qu'au contraire, les marchés financiers anticipent une croissance très modeste, très moyenne? Et donc là, au contraire, on a plutôt intérêt à, si on est confiant dans l'IA, à investir parce que l'IA n'est pas encore vraiment représentée à sa juste valeur dans les cours de bourse et dans les valorisations. Oui, c'est ça la question qui peut définir de est-ce qu'il y a une bulle de l'IA ou pas, c'est vraiment la question de quelle croissance est anticipée par les analystes et par les marchés financiers. La première chose qu'on va analyser, c'est les prévisions de croissance des analystes. Si vous regardez, notamment sur une entreprise comme Nvidia, mais ça marche pour toutes les entreprises qui grossissent assez fortement,
vous allez voir que les prévisions de croissance horizon 1 an, donc pour l'année qui arrive là, sont toujours assez fortes, enfin sont toujours assez bonnes parce que prévoir le prochain trimestre c'est plus facile que prévoir ce qui se passe dans 5 ans, donc c'est toujours assez en ligne avec ce qui se passe et donc relativement élevé. Ensuite, si vous regardez l'année suivante, la plupart du temps ça va être légèrement en dessous de l'année qui vient. Donc vous voyez, l'année N+2 sera souvent un peu inférieure à l'année N+1 en termes de croissance, et puis l'année N+3 sera encore un peu inférieure par rapport à l'année N+2, vous voyez. Et donc si on devait tracer une ligne qui représente l'évolution du revenu ou des bénéfices d'une entreprise en forte croissance, en général, ça va faire quelque chose d'à peu près comme ça. Donc une forte phase d'augmentation, et puis petit à petit, ça va s'aplanir avec le temps. Et sur quasiment toutes les entreprises, si vous regardez les prévisions sur le long terme, ça va très souvent être une croissance qui va être assez moyenne, en ligne avec ce qui se passe dans le pays, vous voyez, donc autour de 7-8%, horizon 6-7 ans. La plupart des entreprises vont converger, en tout cas en ce qui concerne les analystes, vers une croissance comme ça. Donc ça va toujours faire quelque chose un peu en forme de S, comme ça, vous voyez, avec une phase de forte expansion, et puis progressivement, ça s'aplatit jusqu'à être relativement vous voyez, horizontal. C'est une courbe qui est devenue assez conventionnelle et qui se base sur deux éléments principaux. D'abord, le cycle de vie assez classique d'un business avec voilà, une phase d'expansion, une phase de scale, et puis une phase voilà, de plus de rente, et puis à la fin la mort. C'est le cycle de vie assez classique des business, c'est relativement comme ça que c'est défini en général. Et puis il y a aussi la question de quand vous avez un chiffre d'affaires qui devient de plus en plus gros, ça devient théoriquement de plus en plus dur de croître parce qu'il faut investir beaucoup plus, et puis également souvent le marché devient saturé, donc ça devient plus compliqué de se développer ou de gagner des parts de marché sur les concurrents. C'est quelque chose qui doit être très vrai pour une entreprise industrielle par exemple. Si vous êtes une boîte qui fabrique des automobiles et que vous avez déjà 300 milliards de chiffre d'affaires annuel, ça va être très dur de multiplier par 2 votre chiffre d'affaires en 5 ans parce qu'il va falloir investir dans des usines énormes, investir énormément d'argent, recruter énormément, avoir beaucoup de matériaux, enfin vous voyez, la moindre action devient très complexe et donc se développer encore et encore devient très dur, et puis parfois le marché est saturé. Alors c'est vrai pour la grande majorité des entreprises, mais force est de constater que pour certaines, et notamment les GAFAM, c'est là où on va venir, ça ne s'applique pas si bien que ça, malgré que les prévisions des analystes sur ces valeurs suivent, comme pour toutes les autres, cette droite effectivement, où tous les analystes pensent que la croissance d'Alphabet ou de Microsoft va s'aplatir assez rapidement dans le futur, et ça fait d'ailleurs quasiment 15 ans qu'ils pensent ça. Eh bien force est de constater que non, la croissance de boîtes comme Google continue à travers le temps d'être très bonne, d'être au-dessus des 15% quasiment chaque année, ce qui est très impressionnant, mais parce que en même temps c'est plus facile pour une boîte comme ça de maintenir une croissance élevée, parce que pour Google, multiplier par 2 son chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus simple que pour Volkswagen, qui doit investir dans plein d'usines, dans plein de choses, parce que c'est physique. Un business beaucoup plus numérique comme Google va pouvoir plus facilement se développer, ce qui est très vrai pour les petites boîtes, pour les boîtes de private equity qui sont souvent beaucoup plus fortement valorisées quand elles sont des logiciels ou des boîtes numériques, mais on constate que c'est également vrai pour des entreprises de taille très conséquente qui elles aussi peuvent maintenir une croissance très élevée pendant des périodes de temps très longues en défiant toutes les conventions du milieu. Et encore aujourd'hui, si vous prenez une boîte comme Google ou comme Nvidia, vous allez voir que voilà, les prévisions de croissance sont très vite très faibles, alors que historiquement c'est pas le cas, et que c'est encore des marchés qui se développent, il y a encore du potentiel. Donc si on analyse sans trop se baser sur la convention de dire oui, toutes les boîtes finissent par atteindre une croissance assez horizontale, si on analyse plus spécifiquement le business en question, eh ben on peut remettre en cause certaines de ces prévisions et se demander si c'est si pertinent que ça d'imaginer que Nvidia dans 3 ou 4 ans fera moins de 10% de croissance annuelle. Est-ce que c'est vraiment si cohérent par rapport au business dans lequel il est ? C'est pas sûr. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est au niveau très spécifiquement des valorisations des entreprises, quelles sont les croissances attendues pour ce niveau de valorisation. Alors on va reprendre l'exemple d'Nvidia et on va comparer Nvidia avec Coca-Cola, qui est une boîte que tout le monde connaît, assez classique, de vente de produits consommateurs américains, voilà, une large cap très classique, qui a un ratio de valorisation de 25 et une croissance pour le coup beaucoup plus normale, en dessous de 10% de croissance, de manière un peu perpétuelle, depuis très longtemps, voilà, donc c'est une boîte beaucoup plus classique pour faire une comparaison. Ce qu'on peut faire quand on analyse la valorisation d'entreprise, c'est qu'on peut calculer le ratio de valorisation en fonction de l'année passée, mais on peut aussi calculer les ratios de valorisation de l'année future en prenant les prévisions. Oui, donc vous prenez les prévisions de revenus et de bénéfices d'entreprises comme Nvidia, et vous calculez, grâce à ça, le ratio de valorisation pour l'année 2024. Voilà, donc c'est assez facile à faire et c'est assez courant de le faire. Mais ensuite, si on veut être un peu plus hétérodoxe, on peut aussi le calculer pour l'année 2025, 2026, puis même 2027 et ainsi de suite. On peut aller théoriquement aussi loin qu'on veut. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de prévisions, mais on peut nous-mêmes à la limite faire les prévisions et puis calculer comme ça, année par année, voir jusqu'où ça nous emmène. Ce qui est très intéressant en faisant ce type de calcul, c'est que si on prend l'entreprise Nvidia et l'entreprise Coca-Cola, donc Nvidia qui est valorisée théoriquement à un ratio de 73
et Coca-Cola qui est un ratio de 25. Si on projette un peu quelques années dans le futur leur niveau de valorisation, on se rend compte que en fait, les deux ratios convergent très très vite. Ils convergent globalement dans 4 ans, c'est-à-dire que selon les niveaux de valorisation actuels, les marchés financiers anticipent que Nvidia et Coca-Cola feront la même croissance à partir de 2028. Et que, entre-temps, évidemment, Nvidia fera une croissance assez nettement plus forte, mais qui dégringole assez vite, comme on l'a vu. Mais dès 2028, d'après ces niveaux de valorisation, Nvidia devrait être aligné avec Coca en termes de performance et en termes de croissance. Et j'ai trouvé cette illustration assez intéressante parce que quand on pense à l'IA, et je pense que toutes les personnes qui ont un peu une conviction dans l'IA, on se dit que c'est une industrie qui va avoir un impact pour les 50 prochaines années, si ce n'est plus, si ce n'est même définitivement. Mais quand on regarde le niveau de valorisation de la plupart des entreprises et les prévisions de croissance, on se rend compte qu'en fait les marchés financiers aujourd'hui estiment une croissance forte alignée avec ce qui se passe actuellement pour les 2-3 prochaines années, et puis très vite, ça s'aligne sur les croissances des entreprises en général, d'une certaine manière, comme si l'IA allait avoir un gros pic là dans 1 an, 2 ans, et puis ensuite ça allait s'arrêter, l'IA allait stagner ou plus trop se développer à partir de 2028. Ce qui est quand même un postulat assez fort et assez décorrélé de la plupart des discours qu'on entend au niveau de cette technologie des acteurs qui travaillent dans le domaine, ou même par exemple des consommateurs des puces d'NVIDIA. Ce qu'ils vous disent, c'est pas on va investir 3-4 ans, ensuite on va arrêter. Non, ce qu'ils vous disent, c'est on va investir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et c'est ça le futur de notre entreprise. Ouais, donc il y a vraiment deux poids, deux mesures à ce niveau-là, entre à la fois des marchés financiers qui parient sur une croissance correcte pendant quelques années et puis plus rien, et voyez, un discours plus de l'industrie elle-même, qui, eux, voient une croissance pendant 50 ans, quasi non-stop, avec plutôt une croissance exponentielle. Et c'est deux visions qui sont très différentes. Il y en a sûrement un des deux qui va avoir raison. Et si vous êtes dans le bon camp, et ben ça peut potentiellement vous rapporter pas mal d'argent, surtout si vous êtes dans le camp de ceux qui voient une croissance exponentielle et que ça se réalise effectivement. Parce que actuellement, cette croissance exponentielle n'est absolument pas incluse dans les cours de bourse. C'est vraiment pas ce qui est inclus dans le cours de boîtes comme Nvidia ou comme Google et Microsoft actuellement. Le dernier point qu'on va faire, et peut-être le plus simple, c'est de regarder le ratio de valorisation des GAFAM, des entreprises qui ont quasiment toutes aujourd'hui un rôle à jouer dans l'IA, mais qui ont en plus de ça d'autres business, et de voir si le fait que ces entreprises aient acquis un potentiel de développement économique dans l'IA, sur le marché de l'IA, est-ce que ça leur a permis d'avoir un premium en termes de valorisation, d'augmenter leur valorisation nettement, ou est-ce que ça n'a pas eu d'impact clair sur la valorisation? Et alors ça, la réponse, elle est très difficilement contestable. Quand vous regardez des boîtes comme Google, Amazon et Microsoft qui sont parmi les principaux acteurs de l'IA, et l'IA est un marché dans lequel, si vous voulez rentrer, il faut avoir beaucoup d'argent, donc la probabilité qu'un acteur inconnu aujourd'hui rentre sur le marché de l'IA et écrase tout le monde est relativement improbable sur les prochaines années. Donc a priori, Microsoft, Google et Amazon devraient avoir une part très importante de ce marché dans le futur. Alors malheureusement peut-être, mais enfin c'est probablement ce qui va se passer. Et ben, quand vous regardez le niveau de valorisation actuel de ces boîtes par rapport à leur valorisation historique, vous constaterez qu'il n'y a pas de boost IA. Il n'y a pas de différence depuis que ces entreprises ont acquis une capacité de développement dans l'IA. Et il n'y a tout simplement pas de différence. Google se paye aujourd'hui 25 fois ses bénéfices de l'année 2023. C'est faible par rapport au niveau de valorisation historique de Google. C'est plutôt dans la moyenne basse. Alors que pourtant, Google a acquis des développements très intéressants commerciaux dans l'IA, mais objectivement, ce n'est pas du tout aujourd'hui valorisé dans les cours. Il n'y a pas de premium sur l'IA lié à Google. Sur Microsoft, c'est un peu plus compliqué puisque le cloud de Microsoft a explosé. Il a fait augmenter un peu le niveau de valorisation de l'entreprise à cause de la croissance anticipée du cloud d'Azure. Donc c'est dur de savoir qu'est-ce qui est Azure et qu'est-ce qui est l'IA, mais dans le pire des cas, on peut dire que Microsoft, avec un ratio de valorisation de 34, a un très léger premium IA, mais il est très léger par rapport à ce niveau de valorisation de 2020. C'est pas tellement au-dessus, c'est pas du tout délirant, il n'y a pas de folie de valorisation à ce niveau-là. Et Amazon, encore une fois, Amazon est valorisée de manière un peu particulière, mais elle est valorisée relativement peu cher par rapport à ce niveau de valorisation historique, alors que pourtant, Amazon Web Services pourrait largement bénéficier d'inclure de l'IA dans ses produits et de permettre à ses clients d'utiliser des logiciels pour différentes choses. Donc voilà, ça crée un levier de monétisation supplémentaire qui aujourd'hui ne se retranscrit pas par un multiple boursier tellement plus élevé aujourd'hui. Donc à la question de est-ce qu'il y a une bulle sur l'IA ou pas, aujourd'hui, non seulement sur les acteurs principaux, il n'y a pas de bulle, mais l'IA n'est même pas valorisée. Pour une boîte comme Google, l'IA ne lui a même pas rajouté 1 centime de valorisation, ce qui peut paraître dingue, parce que c'est potentiellement une des plus grandes révolutions technologiques de notre siècle, voire du millénaire, et ça n'a presque rien ajouté à certaines boîtes qui sont pourtant des acteurs majeurs de ce secteur, qui seront des acteurs majeurs de ce secteur. Donc c'est tout de même très étonnant, et je pense que c'est une situation assez paradoxale où tout le monde parle de bulle de l'IA parce que ces boîtes ont monté, mais la réalité c'est que les bénéfices des entreprises ont monté à la même vitesse, voire plus vite que les cours de bourse. Donc en fait, même si les cours de bourse sont hauts, les valorisations sont pas particulièrement déconnantes, elles sont même très raisonnables par rapport à la situation actuelle et par rapport
au niveau de développement de tes business, par rapport à la demande, par rapport à tout ça, les gros acteurs ne sont pas si valorisés que ça, et ça je pense qu'on le doit principalement à des conventions et à des idées reçues sur le fait que les arbres ça monte pas jusqu'au ciel, que faire de la croissance quand on est très gros c'est très difficile, voilà, toutes ces idées-là qui sont au fond pas très pertinentes quand on regarde précisément les business et leur marché en profondeur. Alors cependant la situation sur les gros acteurs n'est pas forcément pertinente pour analyser la situation sur les plus petites entreprises qui, elles, évidemment, peuvent avoir des survalorisations liées à l'IA. Toutes les boîtes un peu qui ne font pas de bénéfices ou qui sont très spéculatives, elles, évidemment, il y aura sûrement des bulles parmi celles-ci. Mais sur les acteurs qui sont paradoxalement les mieux positionnés et ceux qui ont la meilleure capacité de développement dans le futur, aujourd'hui, il n'y a pas de premium. Voilà, ce qui est une situation, je trouve, assez dingue, paradoxalement. Donc je tenais à vous le partager. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Évidemment, toute mon analyse dépend de la conviction que vous avez dans l'IA. Si vous pensez effectivement que l'IA ne donnera pas de revenus supplémentaires à cette entreprise, eh ben, pour vous, c'est parfaitement logique. Mais si vous y croyez vachement, que vous avez testé les produits, que vous les trouvez extraordinaires et que vous anticipez que des gens seront effectivement prêts à payer pour ça très cher dans le futur, eh bien, dans ce cas-là, la situation actuelle peut paraître particulièrement attrayante. Voilà, à la prochaine, bye bye, merci à tous et abonnez-vous.